Morning Business, le grand débat. Il est 8h37, on a donc Marc Fiorentino avec nous pour le grand débat et donc Jean-Marc Daniel que désormais on peut présenter comme quoi, maoïste entriste. Maoïste entriste en fait. On vient de découvrir à l'occasion proche. D'ailleurs, il faudrait faire passer son invitation là, pour les 70 ans le 26 avril chez lui. Et donc on va découvrir pour son anniversaire. Je vais pouvoir enfin dénoncer en public lors d'un procès retentissant le maoïsme là on l'a perdu fulgurant. Oui. Alors pourquoi vous dites ça? Parce qu'il défend la concurrence chinoise sur les voitures électriques, les panneaux photovoltaïques. Je le laisse faire son... Jean-Marc, on ne doit pas faire en sorte de se protéger de la concurrence chinoise. Oui, d'abord, dans ce qu'a dit Marc au tout début dans le sommaire, il a dit la grande erreur, ça a été de faire entrer la Chine dans l'OMC. Je rappelle que l'entrée de la Chine dans l'OMC, ça rapporte par an, tous les ans, 1 000 euros à chaque ménage français. Bien sûr. Donc, c'est un pouvoir d'achat. Donc, chiffre absolument invérifiable. Chiffre qui a été classique. Non, qui a été calculé par l'INSEE et conforté par le Conseil d'analyse économique. Classique. Donc, qui vient du pouvoir d'achat gagné. Classique de la propagande chinoise. Non, mais constat précis et scientifique. Et donc, et d'une façon générale, je vais lire juste l'édito du Nouvel Économiste, pas du Nouvel Économiste, de The Economist. Oui, mais enfin bon, il pense comme vous, c'est comme l'Alex Colonne. Ah, mais il va lire l'édito de Jean-Marc Daniel. Oui, voilà. Juste quelques phrases très vite. La guerre des subventions est un jeu à somme nulle qui gaspille des ressources rares. Bien sûr. Les récents démoirs économiques de la Chine démontrent les défauts et non les vertus d'une planification gouvernementale excessive. Quant à la politique industrielle américaine, elle n'a pas séduit les électeurs comme l'espérait le gouvernement Biden. C'est long encore, non ? Car les droits de douane qui l'accompagnent ont coûté plus d'emplois qu'ils n'en ont créé. Et vous avez vu la croissance américaine aujourd'hui en surchauffe, le chômage qui n'a jamais été aussi bas, et c'est pas grâce à l'IRA, ça ? Non, ça c'est grâce au déficit budgétaire, c'est-à-dire que les Américains sont en train de manger la croissance de Les Américains sont en train de manger la croissance de leurs enfants. C'est bien de vivre au crochet de ses enfants, mais il y a des limites à ce genre d'exercice. Jean-Marc, vous avez des arguments ? Oui, bien sûr. Évidemment, contre la propagande. Alors allez-y, on a envie de les entendre. Le péché originel de ce drame, parce qu'on vit un drame au niveau européen, on plaisante, mais on est dans un drame complet d'un point de vue commercial, ça a été l'entrée de la Chine dans l'OMC. On est parti sur deux raisonnements. Le premier, c'était de dire, en faisant entrer la Chine dans l'OMC, évidemment, avec l'argent, ils vont tout comprendre, ils vont devenir démocrates. Bon. Premier échec. Le deuxième, c'est qu'on a une vision, un peu comme Jean-Marc, qui était une vision très court terme, qui consistait à dire « Ah ben c'est génial, on va faire baisser l'inflation et puis on va avoir des produits à coût cassé ». Sauf qu'on a eu des produits à coût cassé, ça a été un bénéfice pendant quelques années au niveau de l'inflation, puisqu'on a on a pu surconsommer des produits inutiles et de mauvaise qualité à prix bas. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit finalement qu'on a abaisser totalement les barrières face à un pays, c'est ça qu'oublie Jean-Marc puisqu'il défend la Chine, face à un pays qui, elle, a érigé des barrières réglementaires. Vous voyez la difficulté des entreprises internationales en ce moment interdit. Hein. On voit tous les géants de la tech américaine. C'est interdit. C'est-à-dire, il faut quand même expliquer aux gens que d'un côté, nous, on laisse nos frontières ouvertes et eux, ils laissent pas... Ce qu'on comprend pas très bien dans le raisonnement de Jean-Marc, c'est que normalement, la concurrence, elle doit être libre et parfaite. Mais oui, non, mais c'est... Attendez, c'est Jean-Marc qui est là. Je vais répondre. C'est intéressant parce que c'est une vision chinoise qui bénéficie de la naïveté européenne qui consiste à dire mais regardez, c'est super, on ouvre tous les frontières, on va tous s'aimer et puis finalement la concurrence va bien fonctionner. Sauf que c'est pas vrai. Notre frontière, elle est ouverte et d'ailleurs, attendez, je finis juste, Janet Yellen est aux États-Unis, en Chine en ce moment, elle est en train de dire aux Chinois, écoutez, vous êtes très gentils, vous êtes en surcapacité, si vous nous inondez, c'est la guerre et elle dit en filigrane, allez inonder l'Europe parce qu'eux, ils ne peuvent pas se défendre. Alors, on va écouter Janet Yellen elle-même avant d'écouter Jean-Marc Daniel lui-même. On y va. Construire une relation économique saine demande des règles équitables pour tous les employés et les entreprises américaines. Nous devons ouvrir des canaux de communication dans les domaines où nous avons des désaccords. Cela concerne la subvention industrielle chinoise. Les États-Unis et d'autres pays sont inquiets des effets sur l'économie mondiale. Elle est courageuse parce qu'elle le dit les yeux dans les yeux aux Chinois quand même là aujourd'hui. Oui, enfin, on
va pas l'arrêter. Non, mais on va la laisser repartir. Bon, okay. Là, il dit bon, vous avez vu. Ah oui, vous avez vu. Il dit mais c'est pas nous. Non. Si, vous dites on va la laisser repartir. Non, on va la laisser repartir. Il est démasqué, non? C'est pas de nous. Est-ce qu'on doit laisser nos frontières ouvertes face à des Chinois qui ne jouent pas le même jeu? Écoutez, je vais donner 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est l'évolution du déficit commercial de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. À l'heure actuelle, cette année, il aurait été de 291 milliards. En 2023, il était de 397 milliards. C'est énorme, 291 milliards. Combien il y a de pays de l'Union européenne qui sont en excédent commercial? Non seulement en excédent commercial, mais en excédent de leur balance des paiements courants. Sur les 27, il y en a 20 qui sont en excédent. L'Union européenne est elle-même globalement, grâce à ces 20, en excédent et commercial et de balance des paiements courants. Que les États-Unis, qui sont incapables effectivement de contenir leur économie, qui vivent de la dette et qui vivent d'une dette publique qui est quand même nourrie par un déficit budgétaire de 2000 milliards de dollars tous les ans. Que les États-Unis soient en état de vivre au-dessus de leurs moyens et considèrent que les Chinois en profitent, c'est leur problème. Nous, au contraire, on est la puissance. Nous, les Européens. Tu donnes des chiffres de déficit commercial qui sont monstrueux. Sur la Chine. Tu dis c'est formidable parce qu'on est passé de 380 à 290. Oui. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Quand on regarde la structure, on s'aperçoit que nos exportations se maintiennent alors que les importations chinoises sont en train de reculer. Et elles sont en train de reculer notamment parce que la Chine s'est engagée dans une stratégie de baisse de son taux de change. Donc le yuan est passé en 2022. Il était grosso modo. Il nous noie sous des trucs. 1 euro valait 6,8 yuan. Là, en ce moment, il vaut 7,8 yuan. C'est-à-dire que les Chinois nous font de plus en plus de cadeaux en termes de pouvoir d'achat. Mais des cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire que ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment le désastre de cette ouverture des frontières. C'est-à-dire, on le voit bien. On a quand même des exemples. Prenons la voiture électrique. On voit bien. Tu ne peux pas nous expliquer que la voiture électrique, c'est un régime équilibré avec le libre-échange, avec le bénéfice des importations chinoises, alors qu'on est en train de massacrer notre industrie européenne. Massacrer. Parce que tes amis ne respectent pas les règles. Mais mes amis en question, qui sont nos amis à tous, qui sont les amis du pouvoir d'achat, nos amis en question ne nous empêchent pas d'avoir des excédents extérieurs. Mais il faut savoir sacrifier une partie de son pouvoir d'achat pour l'avenir de notre continent. Oui. Ça, c'est très beau, mais dans la vérité, les gens préfèrent acheter des voitures moins chères et des panneaux photovoltaïques moins chers. Oui, c'est ça, oui. On en a démasqué une deuxième. D'aller voir les Français. L'entrisme chez BFM Business. C'était vraiment le dernier bastion contre le maoïsme, et voilà qu'il est en train de tomber. Non, c'était le dernier bastion pour le libre-échange et la défense du pouvoir d'achat des consommateurs, parce que c'est ça l'enjeu de l'économie. Et donc les discours sur notre souveraineté, notre patriotisme économique. L'avenir de l'Europe est important. Jean-Marc, mais l'avenir de l'Europe, il se construira non pas sur la préservation par le protectionnisme, mais sur la dynamique par l'innovation, par l'investissement et par la préparation de l'avenir. Quand un marché, on va prendre très concret, les panneaux photovoltaïques, 97% c'est fabriqué par les Chinois. C'est pas un monopole à un moment donné, et là, on n'est pas entre les mains de ceux qui sont propriétaires de ce monopole. Ah, mais c'est un monopole, mais pour lutter contre ce monopole, la réponse n'est pas forcément d'ouvrir et de protéger des usines dans le Massif central ou à Dunkerque. C'est d'ouvrir des usines à Mumbai ou au Vietnam où les conditions de production sont proches et semblables de celles de la Chine. Marc. Non, mais c'est des arguments qu'on a entendus, mais que je comprends. C'est-à-dire que d'un côté, le problème de Jean-Marc, c'est que d'un côté, il défend le libre-échange, ce qui est peut-être justifiable, mais de l'autre côté, ce n'est pas du libre-échange. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'il ne veut pas reconnaître qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un domaine de libre-échange. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une frontière qui est totalement ouverte et de l'autre côté une frontière qui est totalement fermée. D'un côté, un pays, c'est pour ça qu'Hélène est allée là-bas. Comme la consommation chinoise marque le pas, ils ont un outil de production qui est en surcapacité. Un an de stock dans les ports français de panneaux photovoltaïques. Et donc, ils vont inonder l'Europe, alors ça va être très bien pour l'inflation, mais raisonner sur l'inflation à un an au lieu de raisonner sur l'avenir de l'Europe, je trouve que c'est dommageable. Après, les Américains ne sont pas les mieux placés pour faire la leçon. Mais je ne défends pas les États-Unis. Non, mais attendez, les États-Unis ont raison. Face à un pays qui ne respectent pas les règles, ils ne respectent pas les règles. C'est-à-dire qu'avec l'IRA, ils ont monté leur protectionnisme. Ils ont tout compris. C'est-à-dire, je suis face à quelqu'un qui ne respecte pas les règles, je ne les respecte pas. Le seul continent qui, sous la pression de gens comme Jean-Marc Daniel, continue
à assumer cette naïveté dévastatrice, c'est l'Europe. Jean-Marc. Ah oui, le bilan pour les Américains, c'est-à-dire que leur déficit extérieur s'est encore creusé. On était à 850 milliards l'année dernière, on anticipe cette année 1000 milliards de dollars de déficit extérieur. Ça valait le coup, effectivement, de désorganiser le commerce mondial. Et ils sont en train de pourchasser un certain nombre de pays en les accusant de manipuler leur taux de change. Et quels sont les pays qu'ils sont en train de mettre en avant? Le premier pays qu'ils menacent, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire que c'est pas la Chine qui montre du doigt, c'est l'Allemagne et la Corée. Janet Yellen n'est pas à Berlin, elle est à oui, j'entends bien. Non, mais tu as pas dû remarquer. J'ai bien remarqué qu'il y a un double langage et qu'il y a de la part des Américains une attitude protectionniste, isolationniste qui n'est pas un modèle. Il faut fermer les frontières aux produits chinois. Il n'y a pas d'autre solution. Complètement. Il faut mettre. Non, il faut faire comme propose Trump, c'est-à-dire mettre des droits de douane extrêmement élevés sur les produits chinois. On va souffrir pendant quelques temps, mais il y a un moment où il faut rétablir un équilibre et montrer notre force face à des gens qui ne respectent absolument rien. Alors, juste une remarque en passant, hein, tout le cognac qu'on n'aura pas vendu aux Chinois, ça permettra à Marc de se consoler absolument, des emplois et du pouvoir d'achat. On l'utilisera ensemble pour ton anniversaire. Allez, autre sujet. Pendant ce temps-là, vous le savez, nous, on cherche des sous. Alors, on ne cherche pas à baisser la dépense seulement, on cherche surtout à trouver des sous, des recettes. Ça m'a rendu dingue, ça. Et on s'attaque à la rente. C'est ce que veut le Premier ministre. Il va demander effectivement un rapport d'ici le mois de juin pour savoir à quelle rente on s'attaque. Ça m'a rendu dingue. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, mais là, on marche complètement sur la tête. D'abord, annoncer ça comme une bombe. Alors, ça a fait quand même un petite ambiance de panique, hein, parce que la rente, c'est l'assurance vie, c'est le livret A. Et puis, la rente, pour revenir faire du Jean-Marc Daniel, la rente à l'origine, c'est l'emprunt d'État. Hein. C'est-à-dire que si on attaque la rente, il faut supprimer la dette publique et il faut plus prêter d'argent à l'État français qui en emprunte de plus en plus. Donc je trouve que pointer du doigt une nouvelle fois, de façon déguisée, des pseudo-profiteurs qui gagnent de l'argent, ça nous rappelle les années Mitterrand, en dormant, enfin toute cette idée que cet argent serait un argent sale, qui ne vient pas du travail, sur lequel on va gagner de l'argent et qu'il faut taxer, je trouve que c'est attiser à nouveau des relents qu'on a connus il y a 20 ou 30 ans, qui sont juste dévastateurs. C'est pas du tout le moment de faire ça. Surtout que on précise rien. C'est-à-dire, on monte une commission, on nous dit, alors vous me dites, on va nous le préciser, oui, mais pendant ce temps-là, pendant 10 jours, on est complètement dans le flou. Ça veut dire quoi, taxer les rentes? Personne ne sait. En juin, il y aura un rapport. Il va falloir entendre encore un rapport, et encore une énième commission, et une énième commission. C'est quoi une vraie rente? Oui, je crois qu'il y a une confusion dans l'esprit de Marc entre la rente et la rente. La rente, au sens français du 19e siècle, c'était effectivement l'emprunt d'État. Mais la rente, maintenant, pour les économistes, et dans les discours économiques, et dans les littératures économiques, c'est au sens anglais. Et la rente, au sens anglais, ce sont des revenus qui sont acquis, non pas sur le risque pris au travers de l'investissement, donc qui ne sont pas des profits, et non pas sur le travail fourni, ce ne sont pas des salaires. Donc effectivement, vous avez toute une grille de lecture des revenus qui consiste à dire qu'il y a des revenus légitimes, ceux qui sont... Dans un exemple précis. Mais dans l'esprit de Gabriel Attal, je ne sais pas, mais ses soutiens... Non, j'ai pas parlé dans l'esprit de Gabriel Attal, j'ai dit c'est quoi la définition économique. Quand on regarde le rapport Attali, par exemple, qui avait été fait à la demande du président Sarkozy, il y a un chapitre sur combattre les rentes. Et donc, dans la liste des rentes, la première rente qui était à l'époque qui était mise en avant, c'était celle des chauffeurs de taxi. Le fait que le marché était fermé. Donc, la rente, c'est des endroits où, effectivement, parce qu'il n'y a pas de concurrence, des gens peuvent avoir des bénéfices, des revenus qui ne sont pas issus du risque et du travail. C'est là, tu vois, tu dis un truc intéressant, qui ne sont pas issus du risque, sauf que dans l'esprit des gens, les dividendes, qui est issu du risque, hein, parce que quand j'achète une action, je prends un risque. C'est pas une rente. Dans l'esprit des évidemment que dans l'esprit public, on vise les dividendes. Mais comment tu peux dire que personne ne vise les dividendes? Non, mais si, il a raison, parce que quand même dans les propositions qui sortent quand même de la majorité, il y a quand même la taxation des super profits et taxation des dividendes. J'entends bien, mais là vous faites un procès d'intention à Gabriel Attal. Gabriel Attal, il n'a pas cautionné ce discours sur les super profits et tout ça. D'ailleurs, le président de la République a fait remarquer à Bruno Le Maire qu'il n'avait rien fait sur les super profits, les super dividendes, alors qu'il en avait parlé il y a un mois quand il s'était exprimé à la télévision. Oui, j'entends bien. C'est dans l'esprit du président et dans l'esprit. Et là, il n'y a pas de risque. Une entreprise ne prend pas de risque. Mais dans le cerveau de Gabriel Attal, il y a quoi? Il y a le cerveau du président, et le président depuis le début. Vous mélangez encore une fois deux choses. La loi Macron, c'était une loi contre les rentes des taxis. Voilà, donc c'est la logique et la suite. Alors c'est quoi la suite? Non, attendez, vous mélangez deux choses. Encore une fois, le discours sur la rente qui était à l'origine de la loi Macron, qui était dans le rapport Attali,
qui concerne effectivement les chauffeurs de taxi, mais aussi le statut de la fonction publique, qui est considéré comme étant une rente, puisque ça permet à des gens de ne pas être sur le marché du travail dans des logiques concurrentielles. Tout ce discours-là, c'est normalement le travail de la Commission. Donc vous n'avez pas à définir exactement ce que veut la Commission. C'est pas moi qui annonce qu'on va taxer la rente sans donner de détails sur ce Oui, mais attendez le résultat de la Commission. Attendez que la Commission vous dise effectivement ce qu'est la rente. Non, j'attends pas, parce que globalement, lancer déjà une bombe comme ça sans l'expliquer, ça crée déjà un malaise dans un climat pour les investisseurs qui n'est déjà pas favorable. Donc je suis pas d'accord avec toi. Je pense que le simple fait d'annoncer ça sans donner de précision est déjà une faute à la fois politique et économique. Pour moi, la faute, c'est pas la rente, la faute, c'est le mot taxer. C'est-à-dire, c'est l'idée que la réponse naturelle aux rentes, c'est l'impôt. C'est-à-dire que l'idée On que... dit la même chose. Non, ça pourrait casser un monopole. Parce qu'il faut casser des monopoles, il faut réagir sur les rentes. Ouais. Il ne faut pas laisser, effectivement, le Donc statut le monopole de l'emprunt d'État, qui est la rente majeure. Mais non, c'est pas une rente, ça. Non, parce c'est que pas une rente. C'est la définition de la rente. Non, c'est la définition de la rente au sens balsacien du 19e siècle. Oui, mais c'est pas la définition de la actuelle rente. du rente. D'ailleurs, un sujet très concret, l'immobilier, qui a toujours été dans le Pour une fois que je fais de l'histoire. Toujours par Emmanuel Macron, toujours été le communicateur d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand il a supprimé l'impôt de solidarité, Comme s'il n'y avait pas de risque sur l'immobilier. il l'a remplacé par l'IFI. Parce qu'il considère que l'immobilier c'est mal, C'est une la rente. bourse c'est bien. Ah bah c'est Là, pas vous une êtes rente d'accord, l'immobilier. Oui, là, je suis assez d'accord, sauf que... Remarque, il dit oui. Attendez, quand on achète un bien immobilier, on prend un risque en capital. Je vois pas où est la rente. Non, on ne prend pas un risque en capital. Ah bon Le véritable enjeu dans tout ça, c'est le fait qu'il y a des revenus qui sont liés à l'immobilier qui n'ont correspondu. Mais il y a un risque en capital. Les revenus de l'immobilier, il peut baisser de 20%. Si j'ai perdu 20%, je vois pas en quoi je suis en situation de rente. Mais ça ne marche que si ça monte. Ça ne marche que si ça monte, effectivement. Ah bah, mais voilà, donc, merci. mais sauf que l'IFI, il en tient compte, puisque si ça baisse, vous payez moins d'IFI. Mais on en paye quand même. Oui, on en paye quand même. absolument. Sur un bien sur lequel j'ai un risque, tu dis toi-même que la définition de la rente, c'est un revenu d'un actif qui n'est pas risqué. Bah, l'immobilier, c'est un actif risqué. Personne ne peut dire le contraire. On a eu des crises dans les années 90 le bon impôt, dramatiques. c'est l'impôt sur les plus-values. Il y avait derrière l'IFI l'idée qu'au travers de l'IFI, on obligeait les gens à rentabiliser leur capital. C'est-à-dire à faire en sorte que non seulement c'était un impôt sur la rente, mais c'était un impôt sur l'utilisation du capital. Ça incitait à utiliser ce capital, c'est-à-dire à louer quand on est propriétaire. Je pense que ce qui est important, effectivement, c'est de donner la vraie définition de la rente. Et ce qui est important, c'est d'aller au-delà, effectivement, de l'idée de résoudre le problème des finances publiques et de se poser la question du statut de la fonction publique, du statut des chauffeurs de taxi, de certains lieux où les gens sont effectivement... C'est purement politique, c'est pour faire plaisir à l'aile gauche du parti pendant qu'on parle de la réforme de l'assurance chômage. Et je pense que la première rente à laquelle il faut s'attaquer, c'est la rente de la Chine sur ses exportations honteuses. Mais pas du tout, la Chine est en concurrence. La Chine est en concurrence. La Chine est en concurrence. Oui, avec l'Inde, avec le Vietnam, avec... Si vous voulez revenir au début, vous réécouterez en replay en podcast le début de l'émission, parce qu'on vient de faire C'était l'idée. Une boucle pour le week-end. C'était l'idée. Sur l'application BFM Business ce soir. Ah ouais, on a une émission incroyable. Ah oui Incroyable, elle va être exceptionnelle. On va se poser la question de savoir si la bourse est mûre pour une correction. Et Ah oui. alors Et alors Bah moi j'ai pas de réponse quand je pose les questions. C'est pas mon boulot de... C'est comme nous en fait, c'est bien. C'est comme nous, on n'a pas la réponse.